Donc voilà, c'est avec plaisir de pouvoir vous présenter quelques résultats récents, justement, que j'ai pu obtenir avec mes collaborateurs. Et je me disais que la meilleure chose, c'est que tout de suite, je vous explique les quelques mots-clés qu'on trouve là dans le titre. Donc mon introduction, c'est un peu essayer voilà, de dire de quoi on parle. Donc mon exposé va être dans le contexte d'approximation numérique des EDP. Donc mon domaine oméga va toujours être un polygone en 2D, un polyèdre en 3D. Et bon, je vais avoir derrière un maillage, donc partition d'oméga dans les simplex. Et juste pour notation, donc les sommets sont levés. Et puis je vais beaucoup parler des patchs. Donc je prends un sommet de maillage, tous les éléments qui le partagent, et ça fait un patch. Donc le oméga A, c'est un tout petit sous-domaine de ces oméga majuscules. Je vais aussi beaucoup vous parler des objets qui ne sont pas dans les espaces de Sobolev, qui sont dans les espaces de Sobolev, justement, maille par maille, de ces maillages, dans des espaces brisés, des espaces plus riches que l'espace de Sobolev. Et donc, quand vous voyez ce gradage, c'est tout simplement les gradients associés, maille par maille. Alors, le premier mot-clé que j'ai mis dans mon titre, c'est localisation. Donc, ce que j'entends par ça, bon, c'est une extension de ce type de propriétés basiques. Si je prends une norme L2, carré sur tout oméga, ce qui est ma notation ici, c'est tout simplement la somme sur toutes les mailles, et puis alors carré sur la maille. Alors, je voudrais montrer que de façon similaire, on peut localiser des objets qui, a priori, peuvent sembler ne pas être prêts à une telle localisation. Donc, typiquement, je prends une fonctionnelle d'un H-1, je prends au carré sa norme duale, et puis je vous montre que sous certaines conditions qui se trouvent satisfaites dans les contextes des méthodes numériques, en fait, ces chiffres-là, un chiffre par domaine, à peu près comme ici, à une constante près, ce qui est la signification de ça. C'est aussi alors une somme des normes duales qui maintenant vivent dans ce tout petit sous-domaine autour des sommets. Donc je vous montrerai des détails plus tard, mais dans l'esprit localisation, ça peut être ça. J'aurai un autre esprit un peu différent de localisation. Cette fois-ci, ça porte sur les distances d'une fonction donnée, V, qui vit dans un espace brisé, à nouveau dans l'espace de Sobolev de base. Bon, là, j'ai pris H en 0 d'oméga, et donc la distance est tout simplement ça. C'est le min entre tout objet H en 0, la distance de V donné qui n'est pas dans H en 0 et l'objet que lui est dans H en 0. Donc à nouveau, hop, ça fait un chiffre et on n'a pas vraiment une idée. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, ici, aussi pour ce type de distance? Eh bien, il se trouve que oui, c'est à nouveau lié avec des sommets de maillage, c'est à nouveau lié avec des patchs autour des sommets, et puis alors à une constante près, voilà, sous certaines conditions que je vais vous montrer en détail plus tard, ça aussi, carré, peut être écrit comme somme des carrés qui vivent sur des sous-domaines toutes petites. Donc je localise à la fois donc, des fonctionnels ou la distance. Donc voilà mon premier mot-clé, localisation. Le deuxième mot-clé, c'était estimation d'erreur a priori. Donc là, je prends vraiment le contexte où U, c'est une solution faible d'une EDP, UH, c'est une solution approchée, numérique, disons élément fini. Là, je vous ai mis élément fini vraiment conforme, donc polynôme degré P par maille et H en 0. Et alors, je vais vous montrer des estimations d'erreur a priori qui prennent une forme très différente par rapport à ce que vous pouvez trouver dans tous les livres des références. Donc, où se trouve la différence? La différence se trouve qu'ici, en majoration, il n'y a aucune notion de continuité, de traces. En fait, cette majoration-là, vous voyez une somme, et là, dans la somme, il n'y aura que des objets qui vivent dans les mailles. C'est un peu magique parce que la fonction U elle-même, elle est H en 0. Typiquement, pour faire ce type de choses, il faut en tenir compte, il faut définir des quasi-interpolantes qui maintiennent cette continuité de traces. Et donc, la portée de ce que je voudrais montrer ici, c'est qu'il est possible de contourner et obtenir ce type de résultats. Bon, je vous donne des résultats plus tard, mais c'est ça ce que j'appelle une estimation a priori d'erreur entre U et UH qui est localisée. Parce que là, c'est complètement indépendamment localisé maille par maille. Voilà. Et alors, pour
expliquer la notation. Donc, chaque fois que vous voyez quelque chose comme ça veut dire à une constante près. Et j'aurai deux types de notation. Le premier type veut dire à une constante près qui peut dépendre de trois choses uniquement, à savoir la dimension d'espace, la régularité, donc le plus petit angle de votre maillage, et le degré de polynôme. C'est lorsque là, il y a le P, ça dépend du degré de polynôme aussi. Voilà, donc une deuxième notion a priori, estimation d'erreur a priori, et plus précisément localisée. Alors, troisième notion de mon titre, les estimations d'erreur a posteriori. Voilà, je prends, disons, à nouveau le contexte U, solution d'une EDP, UH, solution approchée, cette fois-ci peut être brisée. Et je voudrais vous montrer comment on peut faire des estimations d'erreur, donc la distance U moins UH mesurée dans une norme, qui cette fois-ci vous donne cette première propriété. Vous voyez, il y a plus petit ou égal, il n'y a aucune constante cachée. Et cette chose-là, c'est un estimateur a posteriori complètement calculable à partir de UH. Ça, c'est la notion d'a posteriori. J'ai déjà UH, je peux y faire quelque chose, je peux trouver une formule telle qu'un chiffre calculable est une borne supérieure garantie à l'erreur. Donc ça, c'est la première inégalité. Mais pour a posteriori, on fait la deuxième. On fait aussi que ça, c'est plus petit que ça. Et plus précisément, c'est la deuxième inégalité qui est aussi possible d'être obtenue localement. Donc, comme je vous ai donné un exemple ici, maille par maille de votre maillage, si je dis ces chiffres-là correspondent à peu près à l'erreur dans la maille, on sera capable de prouver que, en fait, c'est le cas, que peut-être pas dans la maille, mais un peu de voisinage. Donc, ça, c'est le sommet d'une maille et le petit patch. En fait, l'estimateur, voilà, est plus petit que l'erreur. Donc, voici une deuxième notion de cette inégalité qui cache derrière une constante. Quand il n'y a pas l'indice P, ça veut dire que c'est une inégalité qui est encore beaucoup plus puissante que la précédente parce que celle-ci ne dépend que de la dimension d'espace et des régularités de maillage. Donc ça, c'est des choses qui sont prêtes à passer à P quelconque. Voilà, et bon, je pense qu'il me reste une toute dernière notion de mon titre, régularité minimale. Donc voilà, pour l'exemple que je vais traiter, ce sera type Laplacien H0, formulation mixte HDIF, et je vais vous montrer des choses non linéaires, donc ce sera W en alpha. Le point, c'est que je ne vais jamais exiger un epsilon de plus de régularité. Ce sera toujours juste sous régularité minimale. Ben voilà, vous savez tout. Là, c'est le contenu de l'exposé. Le reste, c'est des formules qui vont donner des détails, tout cela. Parfois compliqué, mais un peu le message, c'est ça. Donc voilà, le reste d'exposé, donc c'est des détails. Tout d'abord, les détails sur, c'est plutôt une notion d'approximation, c'est pas vraiment une EDP derrière, pas forcément. Et tout de suite, comment je peux m'en servir pour obtenir des estimations d'erreur a priori des qualités que je vous ai expliquées. Donc disons essentiellement partie a priori là. Ensuite, alors, je vous montre les détails sur la localisation de cette norme duale ou de distance et on verra tout de suite comment on peut s'en servir pour faire des estimateurs d'erreur a posteriori avec toutes les qualités que je décris tout à l'heure. Donc, ça, essentiellement, c'est partie a posteriori. Et alors, bon, c'est une façon surprenante pour moi, mais je trouve que historiquement, même dans la communauté analyse numérique, il y a des gens qui font d'a priori, qui font d'a posteriori, on ne se regardait pas trop ensemble. Alors, un des messages que je voudrais passer, que en fait, ces deux types de résultats a priori et a posteriori reposent sur la même artillerie des outils. Donc, c'est un peu pour moi un mélange entre a priori et a posteriori qui est possible grâce à des outils qui sont uniques pour les deux. Voilà. Donc, voilà, j'y vais. Alors, je voudrais vous montrer en détail ces premiers résultats. Voilà, qui pour le moment ne parle pas forcément d'EDP. Donc, qu'est-ce que le résultat dit? Je prends une fonction h en 0 quelconque, donnée fixée. Bon, plus tard, ce sera la solution d'une EDP. Je fixe un degré de polynôme. Et alors, je vais regarder cette quantité à gauche qui n'est rien d'autre que la projection orthogonale sur un espace donné ici, donc polynôme degré P et h en 0 conforme. Alors, je l'appelle
global best dans le sens où cet espace-là, il est couplé sur tout oméga. On ne peut pas le découpler. Ou encore vu autrement, c'est une minimisation sous contrainte qui est exprimée en rouge. C'est la contrainte d'être h en 0, donc la trace doit être continue. Donc, une quantité que je mets à gauche. Et le théorème, il montre l'équivalence de ces quantités-là avec une autre qui prend essentiellement la même forme, sauf que là, il y a la somme sur les mailles et tout ce qui suit est uniquement vivant sur la maille en question. Donc, par exemple, on peut voir ça comme deux minimisations qui sont à peu près pareilles, sauf que là, j'ai une contrainte très forte, être h en 0, et là, il n'y a pas de contrainte. Donc, l'inégalité, en fait, dans ce sens-là, ça plus petit que ça, c'est trivial, parce que j'ai deux minimisations, là, j'ai un espace plus grand, là, j'ai plus de contraintes, et ce qui est très surprenant, je trouve ça, pour moi, c'est un résultat splendide. En fait, je dis d'autant plus que ce n'est pas un résultat de moi. Et voilà, il montre qu'en fait, un peu surprenamment, voilà, quand j'approche ou j'essaie d'approcher une fonction h en 0, rien ne change si je l'approche avec des objets continus ou des objets discontinus. Voilà, donc ça c'est les détails maintenant de ces premiers résultats. Et puis je me suis dit, je vais vous montrer un peu en bout de la preuve parce que je trouve qu'elle est très instructive. En fait, une façon comment faire la preuve, par ailleurs différente que celle de cette référence de base. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais en fait prendre le argmin de ce qui est ici à droite. Donc, je me mets dans une maille de maillage et alors je fais le projecteur à champ orthogonal de U sur un espace discret de polynôme. Bon, j'ai un degré de liberté, je le fixe par la valeur moyenne. Donc, je commençais avec une fonction h en 0 et là, j'ai une fonction polynomiale mais complètement brisée. Donc, c'est une première étape. Une deuxième étape, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, étant donné cet objet complètement brisé, je vais construire à partir de celui-là un autre qui lui est de même degré de polynôme, mais pas brisé, h en 0. Bon, alors je pense une image, je vais tout le dire. J'ai un objet brisé, polynôme par morceau, mais discontinu, et j'applique une procédure locale, une sorte de smoothing, lissage, qui lui fait un objet continu. Donc essentiellement, ce qui se passe, c'est écrit ici, polynôme degré p discontinu, je lui fais polynôme degré p continu. Okay. Donc il y a des détails, comment le faire, mais je pense qu'ils ne sont pas importants les détails. Donc je le fais. Donc j'ai mon objet XIH. Et maintenant, il se trouve que, voilà, avec une prescription concrète de comment j'obtiens ce XIH, l'inégalité suivante est vraie, c'est là là-bas, c'est la super forte. Elle me dit que je peux construire un objet continu et polynomial aussi proche de cet objet discontinu polynomial, de sorte que je ne peux pas faire mieux, même avec des objets continus. Vous voyez, je peux remplacer le SH par le U là. Et donc ça, c'est la puissance de l'affaire. Hein. Donc je peux faire aussi bien que je ne peux pas faire mieux avec des objets continus. Donc voilà, cette inégalité-là me permet de glisser le U. Bon, il y a ce terme-là supplémentaire, mais celui-là, il s'en va parce que j'ai cette condition, et du coup, au final, j'ai l'inégalité que ça, c'est plus petit que ça. Et voilà, donc là, on est prêt à conclure la démonstration de notre premier théorème. Donc ça, c'est ce que j'avais à gauche, minimisation sous contrainte h en 0. Ça, c'est juste, je construis un objet qui vit dans l'espace, donc c'est plus petit. Ça, c'est l'inégalité triangulaire. Et j'applique à ces termes-là cette inégalité. Donc, en fait, ça me montre que celui-là est plus petit que celui-là. Donc, une constante. Donc, je termine. Et là, en fait, ce n'est rien d'autre que le min brisé. Donc, encore une fois, bon, je trouve que c'est vraiment très beau, ces résultats. Je insiste sur le fait qu'il ne vient pas de moi. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Oui, volontairement. C'est des normes L2 du gradient. C'est ça. À quoi ça sert que ce soit des gradients? Ça, c'est la norme d'énergie. Lorsque je travaille avec des espaces Sobolev. Le même théorème dans L2 est vrai, avec des fonctions qui ne sont pas des gradients. En fait, ce qui est central ici, qu'on voit qu'est-ce qui est derrière. Donc, en fait, tout est caché dans la fonction que j'approche. Elle est h en 0. Et c'est la semi-norme H1 qui est liée avec cette contrainte d'être continue au sens des traces.
Donc le même théorème ne va pas être vrai dans L2. En fait, il est vrai en L2 trivialement parce qu'il n'y a pas de contrainte dans L2. Si la fonction target est L2, si la fonction target est H en 0, j'aurais pas ça. C'est dit. Hein. C'est l'espace H en 0, sa norme intrinsèque, c'est semi-norme à champ, et c'est elle qui, dans une certaine façon, traduit la continuité de la trace. Donc c'est pour cette norme-là qu'on peut faire ce type de miracle. Alors, je trouve ça... Bon, moi, j'adore cette inégalité. Voilà. Alors, passons alors à la version qui, à mes connaissances, n'était pas disponible jusqu'à il y a quelques mois. Et alors, c'est la version de ça dans le contexte d'autres espaces fonctionnels. Donc, cette fois-ci, je fixe une fonction quelconque dans H diff d'oméga, un degré polynôme quelconque, plus grand ou égal à 0. Et alors, je regarde un objet, encore une fois, complètement global, donc une minimisation dans un espace qui préserve la conformité H-diff. Donc une première contrainte est être H-diff, et en fait il y a une deuxième, c'est la contrainte sur la divergence. Donc c'est une minimisation globale sous deux contraintes, de la norme L2 plus un bout de divergence. Et alors des mêmes styles de miracles, on trouve qu'en fait cet objet-là, modulo une constante, est équivalent à l'autre qui vous diriez au départ est beaucoup plus petit. Parce que cette minimisation n'a ni cette contrainte d'être H-diff, ni la contrainte de divergence. Donc j'ai deux minimisations, une sur de deux contraintes, une deuxième sans aucune contrainte, et parce que la fonction que j'essaye d'approcher est la continuité de la trace normale, voilà, c'est ça ce qui est derrière, que ce type de choses est possible. Alors, peut-être aussi une toute petite ébauche de la preuve. Donc, ça va faire pareil. Je regarde ce qui est à droite ici, essentiellement, et je prends le argmin. Bon, plus précisément, je prends tout simplement la projection L2 orthogonale de la solution de la fonction donnée sigma, maille par maille. Donc, je définis un polynôme à valeur vectorielle qui est la projection L2 orthogonale de la donnée. Bon, à nouveau, il va être discontinu d'une maille à l'autre. Et il aura a priori rien à voir, divergence de ça, il n'y aura a priori pas grand-chose à voir avec divergence de ça. Bon, on peut y faire quelque chose pour la divergence. Bon, ça, c'est une minimisation. Ça, c'est une conséquence des conditions Euler-Lagrange. Et alors, j'en tire la chose suivante. Je prends un sommet, un domaine autour du sommet, une fonction élément fini P1 chapeau. Je sais que j'ai une égalité des greens comme ça, et remplaçant dans cette partie le sigma grade psi A par xi h grade psi A, je trouve que, voilà, en fait, il y a un tout petit lien de la divergence de cet objet-là à F. C'est très faible, mais il y en a. Okay. Alors, je démarrais avec sigma h diff quelconque. Je projetais localement sur des polynômes. Je vois que j'ai une toute petite trace de divergence faible. Et je me trouve dans ce contexte-là. Donc, j'ai mon xi h, j'ai mon f. Alors, ce que je fais maintenant, je pense à nouveau, le mieux, c'est voir sur l'image. Donc, j'ai un maillage. J'ai des objets qui sont des polynômes à valeur vectorielle, complètement discontinus au milieu de la trace normale. Bon, c'est à peu près comme si je fais les grades du h des éléments infinis Lagrange. Là à gauche, donc ça c'est le xi h. Bon, il y a toute cette très faible notion de la divergence. Eh bien, il se trouve qu'il existe des procédures locales, bon, j'appelle ça l'équilibration de flux. Et cette procédure locale va me fournir un objet qui est dans le même espace que celui-là, mais en même temps H-diff, et en plus, il satisfait la contrainte de la divergence. Donc sur l'image, ça fait ça. Un champ complètement nul côté simulation numérique, et un champ super joli où tous les physiciens vont être ravis. Donc, on va se servir de cette procédure-là dans la preuve de notre théorème. Voilà. J'ai alors, à partir de mon xi h(f), un objet sigma h, h-diff conforme. Et bien voilà, je vais maintenant m'intéresser à des propriétés de cette procédure. Bon, la propriété est donnée ici, et c'est à nouveau... Mon sigma h est tellement proche de ma donnée xi h que je ne peux pas faire mieux avec même un objet de niveau continu, le sigma.
Donc voilà, ça me permet de glisser le sigma. Et après, ça prend la même allure comme le terrain précédent. Ça, c'est ce que j'avais à gauche. Minimisation h-diff sous contrainte, plus petit qu'un objet donné, sigma h, inégalité triangulaire. Et pour ce terme-là, cette inégalité de base qui me permet de faire apparaître voilà, ce qui commence à rassembler, ce qui est le C commun à droite de mon inégalité. Voilà, hein. Donc je pense que ça suffit. Et là, je vous montre alors très concrètement, bon, c'est une petite répétition, à quoi ça sert. Bon, j'espère que c'est transparent, là va être super simple pour tout le monde, mais ça veut dire à quoi ça sert. Donc, maintenant, le U n'est pas donné, le U c'est une solution d'une EDP, Laplacien tout simple. Donc voilà, très concrètement, donné par cela. Le UH aussi, lui, va être maintenant fixé. C'est donc une solution par les éléments finis conformes, donc polynôme degré P et H en 0, contrainte imposée. Donc donné par cela. Je m'intéresse maintenant alors à l'erreur entre U et UH. Bon, ça c'est ce qu'on voit dans tous les cours. Cette erreur-là n'est rien d'autre que ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est en fait UH, c'est le argmin des minimisations sous contrainte. Voilà. Donc voilà. Donc j'applique exactement à la ligne mon théorème qui m'a permis de borner ça. Et je vois ce que j'ai à droite. Et bien, ce que j'ai à droite, c'est un terme, je pense, qui doit faire ravir toute l'analyse numérique, parce qu'à partir de là, moindre problème de faire des estimations d'a priori comme vous voulez. Donc, encore une fois, quelques propriétés. Ça, c'est uniquement sous la maille K. Donc, si votre solution faible U a une régularité très bonne dans une bonne partie de domaine, et elle est juste mauvaise dans 2 ou 3 éléments, là, vous allez voir ici dans 2 éléments. Ça n'influence pas au-delà de l'élément en question. Donc, c'est très localisé. Régularité seulement en K à compte de U. Une fois, ça, c'est complètement local. Et c'est même la meilleure chose que vous pouvez espérer. On ne peut pas faire mieux. Vous avez des polynômes degré P, on ne peut pas approcher mieux la solution U que par son projeté à champ orthogonal dans le polynôme maille par maille. Donc, voilà, donc ce qui est un peu caché ici, encore une fois, qu'est-ce qui est ici? Il y a 3 dépendances, c'est dimension d'espace, régularité de maillage, et bon, ça veut dire le degré de polynôme. On espère qu'on pourrait supprimer le P, mais pour le moment, je n'ai pas l'inégalité sans le P. C'est usuel, voilà. Donc en 2,2, le plus petit angle ne peut pas être 0. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'incarnation de un peu ce que je vous ai décrit voilà, abstraitement. Deuxième incarnation, donc dans le contexte de formulation dual mixte. Donc, toujours en Laplacien, mais cette fois-ci formulé comme ça. Donc j'ai un paire, U, l'un et 2, mais il va se trouver à champ, mais 2. Et on va s'intéresser beaucoup à sigma, qui est h-diff. Bon, une autre famille de méthodes numériques, très classiques, les éléments finis mixtes. Et je vais m'intéresser aux estimations d'erreur a priori entre donc la solution faible et l'approximation élément fini mixte. Mais pareil, les éléments finis mixtes, c'est une méthode qui est faite pour en fait, avoir ici à gauche le terme que nous avons étudié tout à l'heure. Le mixte, le sigma h, c'est le argmin de la minimisation des distances L2, sigma, toute fonction qui est polynôme par maille, mais h-diff conforme, donc contrainte h-diff et contrainte divergence. Donc ça, c'est l'erreur en mixte, mais comme c'est pile le terme que nous avons étudié, j'applique juste mon résultat, il est là. Et vous voyez, pareil, je me trouve avec quelque chose qui est génial pour a priori. Je suis localisé, c'est maille par maille. Je n'ai à voir que la régularité des sigma dans la maille K seulement, et je n'ai rien à m'intéresser à ce qui pose des gros problèmes d'analyse a priori des mixtes, à savoir comment je fais le balance entre la contrainte h-diff et divergence. Là, il n'y a aucune contrainte. Donc là, je prends le projeté dans cette norme-là et c'est bon. Voilà. Bon, je pense que je saute ce que j'ai préparé ici. Si vous avez sur le temps, on peut y revenir, mais bon. En un mot, ce type d'outil, ça permet aussi de résoudre des questions qui, à mes connaissances, étaient ouvertes pendant longtemps, sont toujours liées à une méthode mixte, à savoir, étant donné un champ h-diff, comment je le transfère au niveau discret, de sorte que
j'ai des propriétés comme l'objet discret est défini localement, la divergence commute avec la projection L2, ça reste un projecteur, donc si sigma lui est déjà discret, cet objet reste discret et que ce soit stable. Donc ça, c'est très compliqué parce que derrière, il y a cette contrainte. Je ne peux pas, en fait, en H1, ça va, quand j'ai juste la variable primaire. Mais il y a des contraintes, donc là, le mélange, historiquement, est très, très compliqué. Les gens s'y sont mis avec modification, plein de choses. Mais là, quand vous faites modification, typiquement, vous sortez tout de suite. C'est très difficile de maintenir que ce soit projecteur, etc. Là, en fait, là, avec ce type d'outil, ça devient, voilà, la démo est là, 4 lignes. Voilà. Donc, comme ça, je voudrais fermer une première parenthèse. C'est des estimations d'erreur a priori. Je voudrais maintenant montrer les estimations d'erreur a posteriori pour des problèmes, cette fois-ci, je pense, un peu plus voilà, excitants. Et donc, il va falloir d'abord regarder ces aspects de localisation. Donc, voilà, je m'y mets. Et j'ai à nouveau un résultat assez abstrait, rien à voir avec une méthode numérique pour le moment. Par contre, il reste notion d'émaillage. Donc, je prends une fonctionnelle quelconque dans le dual de W1 alpha de oméga. Bon, je dois tout de suite dire, il n'est pas 100% quelconque. Je impose une condition sous la fonctionnelle. La condition est écrite ici. Il faut que l'action de la fonctionnelle sur un certain nombre d'objets discrets, bon, il y en a un objet par sommet de maillage, c'est la fonction chapeau d'élément fini. J'aime bien délire cette condition que j'impose comme voilà, que cet objet-là, la fonctionnelle, doit disparaître, son action doit disparaître au moins pour le plus bas mode. Le plus bas mode qui font donc, partition d'unité par des fonctions affines par maille. Alors, sous cette hypothèse, donc là on devient concret, en différence par rapport à mon intro, ces résultats est vrai. Donc la norme W-1 bêta, ou bêta l'exposant dual, donc très concrètement c'est sup-là, qui est a priori un chiffre où je ne vois pas comment je pourrais voir des choses locales derrière. En fait, cette chose-là, modulo une constante, cette fois-ci qui ne dépend pas de degré de polynôme, parce qu'il n'y a pas de polynôme là, et la même chose que la somme sur tous les sommets. Et là, il y a des objets seulement voyants, des sous-domaines toutes petites de votre domaine oméga, donc les patchs autour des sommets. Voilà, bon, ça c'est pour tous ces exposants-là. Si vous voulez la variante avec alpha égale 1, c'est ça. Et bon, une petite remarque, donc cette condition-là est faite seulement nécessaire quand je démontre que ça c'est plus petit que ça. Dans l'autre direction, il n'y a aucun problème, ça marche tout seul. Donc, oui. Comment est-ce qu'on impose ça pour tous les maillages? Parce que ça, c'est pour la condition. Celle-là? Oui. Donc, une fois, là, le nombre de contraintes, c'est le nombre de sommets du maillage. Et plus tard, dans les applications, je vais vous dire tout de suite, bon, on verra 3 transparents d'ici là, mais je dis tout de suite, cette fonctionnelle va devenir ça va devenir le résidu. Mais si c'est le résidu d'une méthode numérique de type élément fini, le résidu elle a même plus d'orthogonalité que ça. Donc c'est ça, hein, je fais exprès. Je dis nulle part que ça c'est vrai toujours. Je précise ce que je dis dans l'intro. Hein. Il faut cette condition-là. Mais en revanche, cette condition-là, elle est toujours là si on fait des méthodes numériques. Donc on peut s'en servir. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez encore des forces. J'ai préparé encore des bouts d'épreuve. Ça va s'arrêter après parce que je sais qu'avec le temps qui avance... Bon, alors je me lance un dernier bout de preuve, le reste je vais sauter. Alors comment je peux démontrer ça? D'abord, l'inégalité est dans ce sens-là. Bah, alors il faut que je travaille avec cet objet-là, le sup sur toutes les fonctions W1 alpha avec la norme fixée. Donc j'en prends une, là, je fixe la norme, et je regarde combien ça vaut l'action de la fonctionnelle sur la fonction. Bon, la première chose, c'est la partition d'unité. Donc, la somme sur tous les sommets de maillage de ces fonctions chapeau élément fini vaut 1. Donc, cette chose-là vaut cette chose-là. Maintenant, j'ai imposé ma condition d'orthogonalité. Donc, pour les sommets qui se trouvent à l'intérieur, je peux enlever la valeur moyenne de la fonction V. Donc, ce que je fais ici. Ça reste toujours égalité. Alors maintenant, je vais regarder soit les fonctions comme ça à moyenne nulle,
soit les fonctions qui sont nulles sur un bout de bord. Et là, on est déjà sur le petit patch oméga A autour des sommets. Ben alors, pour ces deux types-là, soit valeur moyenne nulle, soit une valeur au bord nul, en fait, il y a cette petite inégalité-là qui est voilà, démontrée là en tout détail. Grosso modo, le grade psi A, donc là, une fonction qui quand même, voilà, qui fait le cutoff, qui décroît de 1 à 0 à longueur de h, ces grades-là est quand même contrôlé par le grade V modulo une constante complètement générique. C'est parce que j'ai la valeur moyenne ou le 0 au bord. Et bien alors du coup, ici, je peux maintenant prendre ces produits-là, donc un objet W1 alpha fois psi A, donc ça devient un objet W1 alpha 0. Donc j'ai l'action de résidu sur un objet qui est 0 au bord du patch. Donc je suis prêt à passer alors à la norme locale duale. Et il faut que je juste contrôle ça, mais ça on l'a préparé ici. Donc j'aurai les semi-normes voilà, W alpha patch par patch. Bon, la dernière chose, là il y a un tout petit recouvrement. Les patchs se recouvrent, bon, mais ça fait un facteur D plus 1. Et du coup, ce terme-là est contrôlé par le terme là-haut qui vaut 1. Donc ça disparaît et j'ai fini ma démo. Donc voilà, c'est là où la propriété, cette orthogonalité est importante. Bon, l'inégalité d'entre sens, c'est plus simple, pas de condition. Elle peut être faite comme ça. Donc je prends ma fonctionnelle, je la laisse agir sur des fonctions W1 alpha localisées sur le patch. Et je le lift aller dans alpha laplacien. Okay, donc j'ai un alpha laplacien, je le définis comme ça. Bon, ça c'est une ligne, donc la norme d'énergie alpha puissance alpha, c'est cela, c'est l'action, et c'est aussi en même temps la norme locale duale de ma fonctionnelle. Donc du coup, voilà, je m'intéresse à ça, je vais borner ça, mais voilà, hop, cet objet-là n'est rien d'autre que ça, hop. Maintenant, je peux définir une, parce que là, le R ne dépend pas d'indexation, donc je peux définir une somme comme ça. Elle se trouve dans l'espace de départ d'énergie, donc c'est cela. Donc, je peux majorer par la norme duale, et il me reste à traiter ça, mais c'est pareil, un petit recouvrement, un facteur D plus 1. Ça, c'est la dépendance de dimension d'espace. Voilà, donc je pense que je ne vous embête plus avec les démons, mais ça, c'était un résultat de localisation. Voilà. Il y a un tout dernier, bon, en l'occurrence, je travaille avec Patrick qui se trouve dans la salle. Et cette fois-ci, bon, encore une fois, là aussi, c'est un résultat qui n'a pas forcément besoin, en fait, qui n'est pas fortement tout de suite dans le contexte de DP. Donc, j'ai juste une fonction quelconque, H1 brisé. Je peux facilement éliminer ces conditions-là, mais je préfère les garder ici parce que c'est plus simple la formule pour comprendre. Et alors, j'ai la distance de cet objet-là qui n'est pas dans H en 0, la distance dans H en 0. Donc, il faut a priori un objet global. Et bien, il se trouve que cet objet global aussi peut prendre une forme qui est absolument la même chose qui était ici, sauf que je remplace le oméga par le oméga A, le tout domaine par un tout petit patch. Voilà. Bon, j'inclus la démo, mais je préfère la sauter. Voilà. Donc, on a vu deux types de résultats abstraits. Voyons maintenant comment elles peuvent être appliquées pour obtenir des estimations d'erreurs a posteriori. Donc, je prends un tout premier exemple. En laplacien non linéaire, bon, pour avoir une idée très concrète, prenons le alpha laplacien. Voilà, ça va beaucoup plus riche au-delà, mais voilà, pour avoir une idée, c'est ça. Donc, la forme faible, c'est cela. Là, ça vient la question de Patrick. Donc, qu'est-ce que ça va être? Comment je fais maintenant? Comment j'utilise ce que j'ai préparé? Donc, ma fonctionnelle dans le dual de W en alpha, ça va tout simplement être le résidu. Donc, l'action de cet objet-là, une fonction test, c'est ce que j'obtiens quand je plonge le UH dans la forme faible. C'est F, fonction test, moi, la fonction non linéaire, grade V. Voilà. Donc, c'est comme cela que je définis la fonctionnelle. Si maintenant le UH va être une solution de l'infini, c'est bon, j'ai l'orthogonalité. Et voilà, l'objet qui nous intéresse, c'est celui-là, c'est la norme duale, et elle est là. Voilà, mais ok, c'est là on fait le lien. Hop, on a fait ce théorème un peu abstrait, toutes les fonctionnelles,
C'est bon, hein? Là, on prend exactement ce qu'il nous faut pour cet exemple-là de alpha laplacien ou en général des problèmes de type Léré-Lyons. Alors, ça nous prépare le terrain pour le moment. Donc, j'ai fixé le dp, j'ai fixé dans quoi je vais mesurer l'erreur et j'ai compris que cette mesure va se localiser. Et maintenant, alors comment j'estime? Donc, ça devient la machinerie a posteriori et je le formule le résultat, encore une fois, le plus accessible possible. Donc, pour le moment, que pour des polynômes très bas degré, P1. Donc, je prends la solution, je prends aussi juste voilà, ce type de linéarité. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc, solution faible, là, UH dans P1. Et en fait, sous l'hypothèse que UH est P1 et que la non-linéarité prenne cette forme-là, le grade de UH est constant par maille, donc le sigma grade UH est constant par maille aussi. C'est la chose de chaque fois que j'ai une fonction non linéaire, je lui file un polynôme et elle me file n'importe quoi. Donc ça, c'est ce que je voudrais éviter ici, des zéros, des quadratures. Donc c'est pour cela que je vous ai mis le contexte P1. Là, c'est bon. Constant par morceau, ça va devenir constant par morceau. Et voilà, les éléments vont bien me satisfaire ça. Bah, maintenant, pour pouvoir faire mon estimateur a posteriori, je vais nouveau utiliser mes outils, mais cette fois-ci, très concrètement, non pas seulement dans la preuve, mais dans le résultat. Donc, je prends cet objet-là, donc ce polynôme par maille, je prends celui-là, je le 2, XIHF, et puis alors, je fabrique à partir de là un objet qui, lui, va être HDIF conforme. Ça, c'est la procédure qu'on a déjà vue. Je lui file un objet polynôme, mais pas HDIF, qui satisfait une sorte de divergence faible. La procédure me file un objet HDIF avec la divergence. Cette fois-ci, encore une fois, c'est la base du résultat. C'est non pas... Oh là là, j'ai fait une mauvaise manip. Ouh là là. Alors, on était là. Voilà. Ah. Donc, cette fois-ci, je vais me beaucoup servir de cet objet sigma h, obtenu par cette procédure d'équilibration de flux. Et bien, comment je m'en sers? C'est ici. Tout d'abord, il se trouve que cet objet-là, quand je le compare avec donc, ce que j'obtiens à partir de mon schéma numérique, je le mesure, une erreur, là c'est la norme bêta, c'est pas L2. Voilà, et je fais la puissance bêta. J'obtiens une borne supérieure garantie, constante qui vaut 1. Donc je suis content, je peux borner mon erreur de façon calculable. Donc ça, c'est l'esprit a posteriori. Et en même temps, ces bouts-là, donc sur chaque maille, quand je prévois que ça correspond à l'erreur, en fait, je ne me trompe pas du tout. Ça correspond à l'erreur dans les 3 sommets de mon simplex et de D et de l'erreur autour. Donc c'est complètement local. Et encore une fois, cette constante-là, comme tout au long de l'exposé, ne dépend que des régularités de maillage et des dimensions d'espace. Vous voyez ? C'est un problème très méchant non linéaire. Il y a alpha qui peut aller proche de 1, proche de l'infini. Et ce type de résultat-là marche avec la même bonne qualité tout le temps. Il n'y a rien qui dépend des alpha maintenant. Donc c'est la robustesse que j'appelle alpha robustesse, c'est ça. Voilà, donc une première utilisation de ce qu'on a fabriqué ici. Alors prenons maintenant une deuxième. Donc voilà, c'est justement le travail avec Patrick. Donc en fait, le problème est plus simple à l'œil ici, parce qu'il est linéaire. Il est linéaire, mais il y a un tenseur de diffusion sigma qui, lui, peut changer de signe. Il n'est pas forcément défini positif. Un exemple le plus simple, il vaut quelque chose de positif d'un côté du domaine, quelque chose de négatif de l'autre côté du domaine. Voilà, la forme faible reste toujours la même. Bon, il faut analyser quand est-ce que c'est bien posé, tout cela. Bon, ça c'était fait. Et on voudrait faire d'a posteriori pour ce problème. Alors, on se dit, OK, on va faire a posteriori, on prend la norme d'énergie. Bon, ce sera V1 carré, c'est ça. Bon, interdit parce que, parce que le sigma change de signe, il se peut que cet objet-là, il n'est pas bon, donc on ne peut pas faire d'a posteriori dans la norme d'énergie. Donc il faut d'abord trouver dans quelle norme on va faire notre analyse. Alors, pour cela, on essaie de s'inspirer de ce qui se passe lorsque je pose momentanément sur ces deux lignes cet objet-là, la matrice qui peut être
voilà, non positive définie, je le pose à identité. Et je prends un objet dans H en brisé. Donc, dans ces cas-là, la semi-norme H en brisé, c'est un calcul de 3 lignes, vaut carré, ça vaut la somme des carrés des deux objets comme ça. Donc ça, c'est vrai déjà pour Laplacien. Et en fait, on s'y base et on répète la même chose dans notre contexte. Donc tout ce que je fais, j'ai rajouté ici le tenseur qui peut faire les sauts à volonté. Bon, ça c'est pour le manque une semi-norme. Pour le faire une norme, voilà, je le rajoute en termes de sauts. Ça devient une norme sur H en DTH. Et quand je mesure dans cette norme mon erreur, donc je fais U moins UH dans cette norme-là, ça fait cette formule-là. Bon, cette formule-là maintenant est composée de deux bouts, quelque chose qui ressemble beaucoup à une norme duale. En fait, c'est une norme duale. Et on sait que voilà, ce type de normes duales vont être localisables. Donc ça, c'est le résultat qu'on a fait là. Et ça, c'est une distance. On a vu, ça se localise. Donc, ce qui est la moralité de ces transparents, avec ça, j'ai obtenu quelque chose qui est défini semblablement comme global, mais en fait, ça se localise. Donc, pour moi, c'est un bon objet dans lequel je peux faire d'a posteriori. Donc, l'a posteriori, je le fais ici. Donc, cette fois-ci, c'est avec le plus de généralité possible. Donc, voilà, je prends cette matrice vraiment qui peut sauter à volonté, en termes de sources assez abstraits, solution faible. Et je ne dis pas du tout maintenant qu'est-ce que c'est le UH, de quelle méthode numérique ça vient. Je veux juste que ce soit un polynôme par maille et qui satisfait cette condition de divergence très faible. Voilà. Maintenant, j'ai à nouveau appliqué mes deux procédures, et très concrètement, parce qu'ils font partie intégrale de mes résultats a posteriori. Donc, j'ai un objet qui est polynôme par maille mais discontinu. Je lui applique la procédure pour me donner un objet polynôme mais continu. Donc, encore une fois, je file discontinu, je récupère continu. J'ai fait pareil pour les objets à valeur vectorielle, donc le moins zeta fois gradient brisé, un polynôme par maille complètement discontinu, mais qui est lié à f par cette contrainte de divergence faible. Donc je lui applique la procédure de reconstruction de flux. Donc une fois, je prends le xi et je produis le sigma h. Voilà. Et donc, j'ai maintenant deux objets en plus, le sh et le sigma h. Ces deux objets-là sont magiques. Ils me permettent de formuler l'erreur. Borne sur l'erreur U moins UH garantie. Vous voyez le sigma h et le sh qui figurent dans la formule. Et connexion de comment je les ai construits, le sigma h à partir de xi, le sh à partir de xi, et le fait que la norme localise. La conséquence, c'est que les estimateurs, maille par maille, sont aussi une borne à l'erreur localement et toujours, vous voyez, constante qui dépend de dimension d'espace et angle d'émaillage. Donc, en particulier, elle est indépendante à la fois de votre tenseur, donc c'est robustesse par le tenseur, et c'est robustesse par rapport à des gains de polynôme. Voilà. Donc, je n'ai rien dit sur les méthodes maintenant numériques. Il se trouve que c'est un contexte général qui peut prendre en compte tout de suite, de façon unifiée, à peu près toute méthode numérique utilisée. Donc, c'est l'avantage aussi que j'aime beaucoup. Hein. Je formule ça une fois pour toujours, et c'est bon, c'est fini. Après, vous me donnez votre méthode numérique préférée, je peux l'appliquer. Alors, je pense que c'est le temps pour quelques figures. Donc, bon, ça, c'est juste fixe le problème, modèle. Voilà, ce sera Z infini conforme. Et je pense que le plus simple, c'est une image. Donc, voici un exemple d'amaillage. La solution exacte, régulière pour le moment, et la solution élément fini. Alors, c'est d'a posteriori. Donc, je peux tracer à la fois l'erreur, U moins UH dans cette norme triple, courbe rouge, et mon estimateur d'erreur a posteriori calculable, la courbe bleue. Donc, l'erreur ou l'estimateur en fonction du nombre de degrés de liberté. Bon, c'est la méthode numérique qui converge, elle était bien conçue, c'est celle de Patrick. Et l'estimateur, lui, semble bien marcher parce qu'il est plus grand que l'erreur, mais pas beaucoup. Et ces rapports, donc, ça, courbe bleue divisée par la courbe rouge, combien de fois surestime, se trouve ici à droite. Vous voyez, pour une solution régulière, en fait, numériquement, on observe, bon, c'est la série à la tarte, on observe que les choses
discrète, calculable, approche les choses continues. Donc, mon estimateur approche l'erreur. Vous voyez, je suis à 1,041 en termes d'efficacité. Je vous ai comparé là, ici, la semi-norme à champ. Vous voyez, quelques ordres de grandeur ailleurs. Et on ne pourrait pas faire ce type de résultat dans la semi-norme à champ. C'était central de prendre la norme intrinsèque. Et je vous ai courbé un autre estimateur, mais qui est d'un ordre de grandeur plus petit. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vous montre la robustesse par rapport à sigma. Donc ça, c'était un cas, sigma était quelque chose. Négatif, mais pas trop. Je passe maintenant au cas extrême. Je prends le sigma. Il y a deux sous-domaines, là, gauche-droite. Et il y a sigma d'un côté vaut 1 et de l'autre côté vaut presque moins 1. Donc ça, c'est un peu la limite des singularités. En fait, la solution reste régulière, mais le problème est super méchant. Alors, c'est que je vais vous juste montrer en comparaison les deux cas, ça, et cette courbe-là qui caractérise la qualité d'estimateur. Vous voyez, il n'a pas du tout changé. Il est tout proche. La courbe bleue est tout proche de la courbe rouge. Ça, c'est la robustesse par rapport à alpha. Par rapport à sigma, le tenseur. Voilà. Bon, j'ai un autre exemple, cette fois-ci, donc une solution singulière qu'on peut apprécier ici. J'espère qu'il y a une singularité là au milieu. Et c'est à peu près ce même style de résultat, indépendamment de combien vaut le coefficient. Donc, quel est le rapport dans les sauts? Donc, c'est un problème de transmission avec le saut qui peut être aussi grand que vous voulez. Et vous voyez, toujours en termes d'efficacité de comment se comporte mon estimateur, rien ne change. Ça, c'est la robustesse par rapport à tenseur. Bon, je pense que je ne vous commande pas plus ici. Et alors, je voudrais vous montrer quelques détails d'une extension vers des problèmes plus proches de la réalité. Et aussi très différent dans la nature de tout ce que je vais vous raconter ici, en fait, semblant, c'est des problèmes instationnaires. Donc, je prends une équation de chaleur ici. Je ne voudrais faire pas trop de détails, mais je voudrais juste un peu passer le message. Qu'est-ce qu'il est possible pour le contexte qui, tout d'un coup, est instationnaire. Donc voilà, je prends l'équation de chaleur, elle est là. Bon, je prends une formulation habituelle, donc je prends L2 H1 comme X, et L2 H1 croix H1 H-1 comme Y. Et je vais imposer une solution faible de façon classique. Mais voilà, attention, non symétrique, comme le problème est non symétrique. Okay. Voilà, donc il se trouve qu'avec un bon choix des normes, donc ça pour X, ça pour Y, la condition 1 sup elle est même vraie avec la constante qui vaut 1. Donc la norme Y, c'est ce sup-là. Ce qui pour nous veut dire la chose suivante. Quand j'identifie un résidu d'un objet conforme, plus tard une discrétion numérique, je le plonge dans la forme faible, j'ai un chiffre, et ça, la norme, c'est le résidu. En fait, la portée de ces résultats-là, c'est que la norme de l'erreur U moins sa approximation numérique d'un Y carré, c'est la norme des résidus carrés, modulo l'erreur dans la condition initiale. Et le point que je veux faire, c'est celui-là. Maintenant, vous voyez, à nouveau, je me trouve à exprimer mon erreur en termes de norme duale des résidus. Et donc, ce même type de résultats qu'on a vu jusque-là vont nous permettre de localiser des choses. Parce que derrière, le UH-TOS élément infini, il y a un paire d'orthogonalité, c'est bon, je vais pouvoir localiser. Alors que la norme Y, là, je reviens, la norme Y, vous voyez, c'est une norme qui contient dt en H-1. Un terme, a priori, est complètement non local. Donc, je voudrais juste vous montrer que, même en chaleur, ça marche. La norme d'énergie intrinsèque est celle-là. Elle contient un bout de H-1. Et pourtant, vous allez tout de suite voir, grâce au fait qu'elle est liée au résidu orthogonal, ça se localise, je vais pouvoir faire des choses locales. Donc, essayons de rester sur un niveau le moins technique possible. Ce qui est possible, donc U moins UH-TO dans la norme d'Y, un epsilon plus, mais ce n'est pas important, va être plus petit ou égal. Alors, un estimateur complètement localisé en temps, ça c'est le pas temps, et en espace, ça c'est le maillage, donc complètement local espace-temps, et avec une constante qui vaut 1. Et grâce au fait que la norme se localise et les techniques qu'on applique derrière, on aura, même pour la chaleur, le résultat complètement satisfaisant de mon point de vue d'a posteriori.
Si je prévois sur le pas de temps n et la maille k que l'erreur est à peu près ça, je ne me trompe pas plus qu'une constante complètement générique qui dépend uniquement des dimensions d'espace, des régularités de maillage. Et en fait, localement, dans la maille k et ses voisins, et dans l'intervalle de temps t-1 tn, l'erreur restera là. Donc je localise aussi complètement, aussi dans le contexte des problèmes évolutifs. Voilà, donc ça c'est local in time and space, et ça repose à ce qu'on a compris que les normes sont en fait localisables grâce au fait qu'on fait des éléments finis. Bon, alors un commentaire à faire exprès, donc je vous ai dit de quoi cette constante cachée ici dépend uniquement. En autre mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes d'analyse a posteriori, et c'est très différent d'a priori, hein, en termes d'a posteriori, on peut caractériser des choses de sorte que la constante qui est cachée là-bas ne dépend pas, en particulier de votre domaine oméga, ne dépend pas de temps final. Vous faites simulation un jour, 3 milliards d'années, de point de vue d'analyse numérique, la qualité d'estimateur a posteriori elle est toujours la même. La qualité de la solution numérique, bien sûr, va dégrader, mais la qualité de mon estimateur, elle reste toujours la même. Ça ne dépend pas ni d'oméga, ni de temps final, ni de la solution, si régulière ou pas, ni des degrés de polynôme qu'on a utilisés pour approcher un espace, un temps. Bon, ça peut être HP, espace-temps. Et alors, la constante, la qualité de mes estimateurs, elle est vraiment indépendante de tout ça. Et bon, je ne vous donne pas trop de détails techniques, mais bon, c'est eta k UH tau, c'est un peu la règle de base d'a posteriori, vous avez un peu vu, c'est des choses qui se font localement. La mentalité, j'ai payé un prix fou pour avoir UH tau, j'ai pris un ordinateur parallèle, et là, je veux quelque chose qui fait des petites opérations complètement locales, parallèles, et me définit mes estimateurs qui me caractérisent l'erreur comme ça de façon complètement équivalente. Voilà, donc il reste quelques minutes peut-être. Hein. Bon, je pense ça, je ne vais pas vous montrer, c'est technique, c'est de toute façon j'ai prévu. Et là j'ai quelques images, donc je pense que quelques images en plus, ça pourrait vous faire plaisir et après je vais conclure. Donc voilà, quelques images. Bon, je retourne là en arrière. On se baladait sur le P laplacien, non-coercivité, chaleur. Donc là, je retourne voilà, dans la bonne vieille base des laplaciens. Et je vais juste vous montrer quelques images. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire avec a posteriori. Voilà. Donc, un laplacien, je prends tout d'abord une solution très gentille, voilà, super régulière. Et par contre, la méthode numérique, elle est un peu galerkin discontinu. Ça me donne des solutions qui ne sont pas à champ zéro. Ce que je voudrais montrer juste, donc une portée concrète, pratique d'a posteriori, c'est que sur n'importe quel maillage, n'importe quel degré de polynôme, je peux toujours calculer mon estimateur, il me donne un chiffre. Bon, le chiffre est peut-être pas trop intéressant, je le relativise. Bon, en l'occurrence, je divise par la séminaire machin. J'ai un autre chiffre, et donc, celui-là est plus intéressant, donc c'est la borne supérieure d'erreur relative, et elle est à l'occurrence 28%. Donc les éléments finis font un plus 28% d'erreur relative pour un petit k-test. Ça, c'est mon estimateur, je le connais toujours. Il ne dépend que des pH, j'ai le pH. Ah, ça doit être UH, désolé. Bon. Jusque-là, les solutions c'était UUH, là, mauvais copier-coller. Voilà. Alors, c'est un problème modèle, je connais la solution exacte, donc je peux aussi calculer la vraie erreur. Vous voyez, elle est 1,1, celle-là est 1,3. Bon, langage un peu plus parlant. Qu'est-ce que ça veut dire en relatif? Là, c'est 24%. Donc, j'estime 28%, c'est 24%. Et en fait, ça me permet, dans ces cas modèles, de dire que mon estimateur se trompe par voilà, un facteur 1,17. Donc, ce petit cas de test, je peux étudier comme ça. Je raffine le maillage. La solution numérique des 20 de mieux à mieux, 14, 7, 3,3% relatif. C'est mes estimateurs. En pire des cas, en fait, la vraie erreur, là, se trouve 3,1. Et la chose jolie que j'aime beaucoup pour nous, en fait, notre côté de travail, nos estimateurs, elles s'améliorent quand je raffine le maillage. Donc, raffine le maillage, c'est un peu plus précis. Ça, c'était que de H. Là, je peux faire du P aussi. Donc, j'augmente le P. Vous voyez, l'erreur est tout de suite toute petite, là. Là, ça commence à être raisonnable.
Et bon, je saute jusque-là, un maillage un peu raffiné, un degré de polynôme, bon, c'est quand même, ça commence à être raisonnable. C'est en erreur relative, on est à 10 puissance moins 6 de %. Et c'est le message que je passais, la qualité d'estimateur, cette fois-ci en termes d'indépendance des degrés de polynôme, elle est là. En fait, c'est même mieux que ce que dit la théorie. D'autant plus le degré de polynôme est grand, d'autant mieux ça marche. Et mon estimateur a une qualité qui approche la qualité optimale. Bon, ça c'était côté qualité estimateur. Maintenant, quelques petites images. Qu'est-ce que ça peut aussi, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, jusque-là, je vous ai montré des estimateurs. J'estime l'erreur, mais en fait, j'ai beaucoup plus que ça. Maille par maille, j'ai un chiffre. On a prouvé que ces chiffres représentent l'erreur. Voilà, quand je prends une maille, je ne sais pas, celle-là, j'ai une preuve que le état K de UH représente l'erreur retour. Bon, ce qui se voit sur la comparaison de deux images, parce que ça c'est estimateur et ça c'est l'erreur. Okay. Bon, donc c'est déjà bien à voir, mais c'est pour nous qui ne pas vers la réflexion suivante. Mais quand je sais déjà où l'erreur se trouve, peut-être je peux y faire quelque chose. Voilà, ça devient l'adaptivité. Et plus précisément, ça peut devenir l'adaptivité HP. Donc, voilà, dans ce contexte qui était ici, vous voyez, quelques maillages plus tard, j'ai raffiné, maillage, j'ai augmenté le degré de polynôme. Et ceci, bien sûr, sans connaissance de la solution exacte que j'approche, qui prend en l'occurrence cette arue-là. Elle est complètement tranquille dans la plupart des domaines, donc je ne fais rien. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est lisse. Et comme c'est lisse, je peux tranquillement monter un degré. C'est un peu l'esprit. Et il faut le faire automatique. Bon, mon dernier petit exemple, je prends alors un problème favori singulier, L-shape, et je vous montre comment ce qu'on fait peut être très concrètement, dans la pratique, être utilisé pour faire des simulations numériques HP. Donc jusque-là, je vous parlais comment borner l'erreur, et maintenant comment en profiter pour faire, espérons-le, les méthodes numériques qui marchent le mieux de façon voilà, par rapport à ce qu'on peut démontrer théoriquement dans les cas exemplaires. Donc, c'est un peu montré ici. Donc, j'ai une solution qui est singulière et je vais regarder comment, dans une erreur d'énergie relative, je peux l'approcher en fonction des degrés de liberté que j'ai mis à disposition de mon ordinateur. La courbe noire, bon, c'est le cas de test, je connais la solution, voilà, je fais tous les outils de la théorie pour faire le mieux possible. Bon, à peu près, je ne peux jamais faire mieux. En termes, erreur pour le prix que j'ai payé en termes de DDL. Maintenant, cette courbe-là, c'est quand vous faites ce qu'on apprend dans les cours de master. J'ai fait des éléments finis P1 et j'ai raffiné le maillage. Bon, c'est connu depuis longtemps, voilà, ça converge algébriquement, ça c'est une convergence exponentielle. De plus en plus, des gens ils font d'adaptivité H. Bon, c'est génial, ça permet beaucoup de diminuer l'erreur, ça se voit ici, mais en fait, sur les échelles mises ici, vous voyez, au final, ça devient aussi, voilà, ce qu'il faut faire, c'est le HP, et ça c'est la courbe rouge là, et le HP, il faut le faire sans que je connaisse la solution exacte, donc je ne peux pas aller vers la courbe noire. Et ça, c'est un peu bon, ça je vous dis voir. Bon. Voilà, la singularité est là, donc c'est beaucoup raffiné en H. Je peux monter un degré polynôme autour, mais pas vraiment dans la singularité. Voilà. Donc ça, je vous ai un peu montré, donc je n'en dis pas plus. Et je fais une conclusion. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous montrer que les résultats d'approximation qui comparent des approximations sous contrainte, H1, HDIF, et sans contrainte, donc global based, local based, peuvent servir tout de suite pour obtenir des estimations d'erreurs a priori assez intéressantes. Donc c'est un peu un volet. Un deuxième volet, on a pris même des contextes de problèmes assez non linéaires, instationnaires, où l'erreur prenait au final la forme d'une norme duale des résidus ou d'une distance par rapport à un espace. Et on a vu que dans les contextes tellement finis, ces objets sont localisables et c'est un peu une base pour alors obtenir des estimations d'erreur a posteriori qui les suivent, qui sont localement calculables et localement comparables à l'erreur. Je ne vous ai pas du tout parlé de ça. C'est le grand bloc super technique et super dur. Si on veut faire indépendant des degrés de P, il y a beaucoup d'artillerie numérique à utiliser pour l'obtenir. Je vous ai un peu montré de ça.
notamment pour a posteriori. Pas la peine de faire un papier par un schéma numérique. Voilà, on a un cadre qui permet de faire une bonne partie des méthodes habituelles en même temps. Et bon, on travaille sur l'extension, sur plein d'autres choses. Donc voilà, je vais terminer en vous remerciant et montrant la liste des références où vous pouvez trouver tous les résultats que je vous ai présentés disponibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup.